qui a été percuté ailleurs hier soir par un véhicule de police. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est déroulé. On sait que la garde à vue des 2 policiers a été levée. On y revient dans un instant avec vous, Sandra. Mais la crainte, évidemment, c'est que de nouvelles émeutes urbaines n'éclatent. Régine Delfour est sur place avec Laurent Sélarié à Elancourt. Est-ce que c'est calme actuellement? On sait qu'il y aura des renforts policiers envoyés dans la soirée, Régine. Oui, Laurent, c'est extrêmement calme ici à Elancourt. C'est un quartier qui est plutôt dit résidentiel. Alors non, nous avons pu échanger avec beaucoup d'habitants qui effectivement nous disent que non, pour eux ce sera calme, il n'y aura pas d'émeute. Ce jeune n'habitait pas ce quartier, il y a une cité qui est à côté. Il ne faisait pas partie de cette cité, il habitait dans le vieil Elancourt, dans un quartier aussi résidentiel. Donc pour ces habitants, ils ne comprennent pas pourquoi il y aurait des émeutes. Il n'y a pas lieu d'avoir une contagion. Et puis s'il y avait dû y avoir une contagion, cela se serait produit dès hier soir. Par contre, les habitants nous disent être un petit peu assez en colère puisqu'il y a eu tellement d'informations contradictoires qu'ils aimeraient en fait savoir ce qui s'est réellement passé, Laurence. Pour Régine Delfour et Laurent Sélarié sur place à Elancourt. Sandra Buisson va tenter d'y voir plus clair avec vous. Il y a eu beaucoup d'informations contradictoires. D'abord, le jeune homme est en état de mort cérébrale, c'est important de le dire, alors que le parquet avait annoncé hier soir qu'il était décédé. Et puis, il y a aussi cette garde à vue des policiers qui a été levée. Oui, garde à vue levée sans poursuite à ce stade. On sait notamment qu'ils ont été entendus toute la nuit et aussi donc aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que plus tard ils ne soient pas reconvoqués. Ce qu'on sait, c'est qu'une information judiciaire va être ouverte dans les prochains jours. Donc des investigations confiées à un juge d'instruction qui aura tout loisir en fonction de l'avancée de l'enquête de reconvoquer les policiers et de faire ou non évoluer leur statut. À cette heure, selon nos informations, les premiers éléments sont les suivants. Il y a eu un équipage que nous nommerons l'équipage de police 1 qui veut contrôler le jeune qui est à 2 roues sur une petite motocross. Il refuse d'obtempérer. Les policiers vont alors le suivre à distance et ils annoncent sur les ondes de la police ce refus d'obtempérer. L'équipage numéro 2, on l'appellera comme ça, de police, entend cette annonce radio et commence à faire un tour dans le quartier parce qu'il cherche à voir s'il repère cette moto. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas en poursuite ou en chasse, comme on l'entend souvent dans les cas de refus d'obtempérer. La moto va alors arriver à la gauche de cet équipage numéro 2 et l'adolescent à ce moment-là ne circule pas sur la route, il circule soit sur le trottoir, soit sur la piste cyclable. C'est ce qui devra être déterminé par les vidéos notamment qui ont été récupérées. Et il percute le véhicule de police qui roulait à très faible allure, selon nos informations, autour de 30 km/h. Ce déroulé-là, l'avocat du jeune garçon le conteste. Il affirme que c'est la voiture de police qui a percuté le 2 roues et que le conducteur du véhicule de police l'a fait sciemment. C'est pour ça qu'il veut déposer plainte pour tentative d'homicide volontaire. Alors que vous le savez, l'enquête confiée à l'IGPN est ouverte pour l'heure pour blessures involontaires par conducteur. Merci pour toutes ces précisions, Sandra Buisson. Louis de Ragnel, des versions contradictoires. Voilà, on a eu du mal, et on a encore un peu de mal à comprendre ce qui a bien pu se passer, même si les explications de Sandra sont claires. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que hier, c'est le centre hospitalier à Beaujon, je crois, qui a transmis au parquet et à la police le fait que la personne était morte. Donc eux n'ont pas de précision sur le fait qu'il était en état de mort cérébrale, même si, je pense que tout le monde a compris ce que voulait dire la mort cérébrale. Bien entendu, vous êtes relié à des machines et que sans l'aide des machines, vous avez peu de chances de vivre. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il y a des synthèses de police qui sont faites pendant la nuit immédiatement, et ensuite elles sont complétées, elles sont étayées. Évidemment, il y a des renforts qui sont arrivés, et donc avec des récits qui sont nourris. Maintenant, c'est à la justice d'établir les faits, de reconstituer un peu tout ce qui s'est passé, et ensuite on aura vraiment la réponse. Et en tout cas, on saura si oui ou non les policiers ont commis une faute. Éric Nolot, on ne semble pas parti sur le même scénario que lors de la mort du jeune Naël, fin juin. Les choses sont plutôt calmes à Elancourt. Ce n'est pas exactement les mêmes circonstances, effectivement. Il ne s'agit pas d'un tir à bout portant. Ce qui explique sans doute la différence. Bon, d'abord, une pensée pour la famille, bien sûr. Avoir un enfant de 16 ans en mort cérébrale, c'est une tragédie sans nom. Ensuite, oui, moi je me réjouis, alors dans l'état actuel de nos informations, on va voir comment ça tourne dans la soirée, mais que les procédures de l'état de droit se sont imposées contre cette parodie de justice que sont les émeutes, le fait de tout saccager. Après, je trouve quand même assez déplorable l'attitude de l'avocat
qui, dans l'état actuel des choses, ne peut pas connaître les résultats de l'enquête pour la bonne raison que l'enquête est en cours, mais qui a déjà la certitude que ça a été une tentative d'homicide volontaire. Lui, il sait ce qui s'est passé avant les enquêteurs. Et ça, malgré le scénario plutôt positif qui est en train de se développer, ça peut changer les choses, ça peut être une petite musique qui tourne certaines cervelles. Donc je voudrais quand même dénoncer ce genre de propos irresponsables. On verra bien ce que détermine l'enquête qui est en cours. Voilà. Alors maintenant, si on ne peut ne pas ajouter le drame à la tragédie, voilà, je trouve que ce sera un moindre mal, mais que chacun reste à sa place. L'avocat défend la famille. Évidemment, c'est le droit de la famille, c'est son métier, mais qu'il n'essaye pas de jeter de l'huile sur le feu. Karim Zeribi, sur cette affaire d'Elancourt, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Nanterre ou pas? Non. En tout cas, c'est un refus d'obtempérer, c'est un refus de l'autorité de l'État. Je pense qu'il n'est pas bon. Comparaison n'est pas raison habituellement, mais dans ce cas particulier, je ne le crois pas. C'est un drame. C'est un drame pour la famille de ce jeune qui est en mort cérébrale et qui est directement concerné. Mais c'est un drame aussi pour les policiers qui ont certainement été sur cette intervention. Vous ne sortez pas indemne quand vous êtes policier d'une intervention qui découle sur la mort d'un jeune de 16 ans. Et il faut aussi le voir sous cet angle-là et pas simplement le voir comme des gens qui s'affronteraient lors d'une intervention policière. Ce serait une erreur gravissime que de l'aborder ainsi. Et il faut que l'enquête se déroule dans la plus grande sérénité. Moi, je ne comprends pas la sortie de l'avocat de la famille, même si il est en droit de s'exprimer. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir se prononcer avec la certitude dont il fait état. Et la certitude, on ne peut l'avoir ni d'un côté ni de l'autre. Il faut entendre toutes les versions, il faut laisser les investigations se faire. Les policiers travaillent et habituellement ils travaillent sérieusement, même si c'est leurs collègues qui sont impliqués. Et la justice se statuera. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte. Ils ont été en garde à vue. Ils sont aujourd'hui sortis de cette garde à vue libre. Demain, le dossier peut faire évoluer les choses dans un sens comme dans un autre. Donc il faut raison garder. Ceux qui jettent de l'huile sur le feu sont des irresponsables dans ce contexte. Vous avez raison. Jean-Sébastien Ferjou, un mot sur cette affaire. Oui, un peu comme ce que disait Karim Zeribi à l'instant. Moi, je ne comprends pas trop la position de l'avocat, ou en tout cas la détermination, la certitude avec laquelle il présente sa vision des faits, parce qu'on ne voit pas bien sur quel élément il s'appuie. Qu'il pose des questions, c'est évidemment son droit le plus strict, mais je ne crois pas que ce soit très respectueux ni du jeune homme en question, ni de sa famille, que peut-être de tenir un discours extrêmement politique sans fondement tangible ni fondement juridique, parce que derrière, ça ne peut couvrir la voie à des déceptions, à une amertume, tout en ouvrant à nouveau des fractures au sein de la société française. Il y a toujours deux dimensions dans ces affaires-là. Il y a la dimension spécifique qui, évidemment, concerne le jeune homme en premier lieu et sa famille. Et puis après, il y a la manière dont c'est reçu à la fois par les habitants du quartier dont il était originaire et de manière plus large par ceux qui doutent de la manière dont la police exerce ses missions dans ce pays. Et donc je ne comprends pas ce discours qui, à mon sens, c'est un fondement idéologique, c'est-à-dire Éric, ce que je veux dire, est toujours coupable. Alors pour le dire autrement, je le trouve déplacé de surpolitiser un enjeu qui, en l'état, relève d'une enquête, qu'il pose des questions. C'est effectivement son droit le plus strict, c'est même son devoir dans le rôle dont il a été saisi par la famille. Le présenter comme ça de manière publique dans le débat public, je trouve ça déplacé. Allez, on fait une toute petite pause.